bonjour à tous. Je vais essayer de vous faire une présentation rapide, mais néanmoins didactique. Donc, je vais vous présenter en fait une synthèse de travaux qui ont été réalisés depuis le lendemain du séisme du Teil, ou le jour même, jusqu'à aujourd'hui, des travaux qui se poursuivent encore aujourd'hui. Ces travaux impliquent, comme vous le voyez, un certain nombre de personnes qui sont listées par ordre alphabétique. C'est une vingtaine de collègues chercheurs qui appartiennent à différents organismes. Alors, je me présente, Jean-François Ritz, directeur de recherche au CNRS. Je suis expert en paléosismologie. On peut dire peut-être plus simplement géologue des tremblements de terre. Je suis basé au laboratoire Géosciences à Montpellier, dont les tutelles sont l'Université de Montpellier, le CNRS. Et donc, avec moi, dans ce travail, des gens, si le pointeur marche, des gens du laboratoire de GeoAzur. Vous avez deux petites flèches et la flèche de droite sur votre zappette. Oui, c'est bon, non, voilà. GeoAzur, voilà, vous la voyez? Ça marche. GeoAzur, qui est basé à Sophia Antipolis. On a le laboratoire ISTER, qui est à Grenoble. Le CEREG à Aix-en-Provence, ce sont 4 laboratoires académiques. Et puis, on a collaboré aussi, bien sûr, avec d'autres organismes, d'autres instituts, tels que l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire, Électricité de France, le Commissariat à l'énergie atomique et une société, TerraDio, qui est basée à Rome. Ces différents organismes ont financé ces travaux avec également l'appui, fort appui du CNRS via son Institut national de sciences de l'univers, via un projet qui s'appelle FrameTail. Et ce travail s'inscrit également dans un acte de recherche national qui s'appelle Faille Active France, FACT pour son acronyme, qui fait partie d'un gros consortium qui s'appelle RESIF. Donc, très rapidement, quelques slides d'introduction que vous connaissez, mais on va un petit peu rappeler les choses. Le séisme du Teil se produit dans la vallée du Rhône. On est entre le Massif central et les Alpes. Vous avez cette carte où sont pointées la sismicité instrumentale, donc c'est les points de différentes couleurs, c'est-à-dire les séismes enregistrés par des sismomètres entre 1962 et 95, et avec un éclairage particulier pour les séismes de magnitude supérieure à 4,3. Donc, vous en avez quelques-uns. Et vous voyez que le séisme du Teil, de magnitude 4,9, magnitude du moment sismique, c'est pas le plus fort en termes de magnitude. Le plus fort, il est là. C'est un séisme qui s'est produit en juillet 63 dans le golfe Ligure. Mais par contre, ça a été le plus destructeur depuis le séisme d'Arête qui s'était produit 52 ans avant, qui avait tué une personne et fait une vingtaine de blessés. Alors, les chiffres qui sont indiqués là sont des chiffres qui datent un petit peu. Ils ont été rappelés par les différents intervenants avant moi. Il y a eu 3 blessés. À l'époque, 900 maisons et bâtiments sérieusement endommagés sur la commune du Teil, avec des risques d'aggravation et d'effondrement, et une perte économique de plusieurs dizaines de millions d'euros. Vous avez vu que les chiffres, en fait, c'est évalué en centaines de millions d'euros. Séisme du Teil, il a secoué, il a fait trembler la terre jusqu'à plusieurs dizaines, centaines de kilomètres, puisque Grenoble, Marseille et Montpellier l'ont ressenti. Sa magnitude, comme l'ont rappelé les collègues de la FPS, locale dit magnitude de Richter est de 5,4. La magnitude du moment est 0,5 unité plus faible. Ça, c'est tout à fait classique. C'est en général la différence qu'il y a. Ce qui est intéressant dans la magnitude du moment, c'est qu'elle représente quelque part une dimension de la faille et de la rupture qu'a produit le séisme. On y reviendra un petit peu plus tard. Les premières données ont tout de suite placé ce séisme entre 1 et 3 km de profondeur, ce qui a alerté l'ensemble de la communauté des géosciences en disant « Ah, ce séisme est suffisamment superficiel pour avoir fait non seulement des dégâts, mais potentiellement avoir cassé la surface du sol ». Un petit mot sur sa localisation, qui, comme vous le voyez, est très proche de la carrière Lafarge, qui a tout de suite occasionné des questions sur l'effet potentiellement anthropique du déclenchement du séisme. Alors, je ne vais pas m'attarder sur cette question-là. Il y a eu de nombreux débats dans les médias. Je ne suis d'ailleurs pas spécialiste de ces questions-là. Vous savez qu'il y a eu une hypothèse quant à savoir si l'extraction de masse au niveau de la carrière avait pu aider au déclenchement par finalement un phénomène d'allègement de la masse au niveau du foyer. Il y a d'autres hypothèses qui ont été mises
enjeux tels que l'influence des fluides. Il y a un article qui vient de sortir dans le bulletin de l'Institut des risques majeurs où ces deux hypothèses sont évoquées. Voilà, on pourra en parler éventuellement lors des questions. Moi, je vais surtout vous parler de géologie, de sismologie, de sismotectonique et de paléosismologie. Je vais revenir sur ces termes qui vous paraissent au premier abord un petit peu barbares, mais je vais tâcher de les expliciter clairement. Alors, le séisme du Teil, oui, on en a parlé, il s'est produit ici. À 13 km au nord, il y a la centrale nucléaire de Cruas. À 21 km au sud, il y a la centrale nucléaire de Tricastin. On est donc dans une zone fortement peuplée, avec une forte activité industrielle, et donc deux centrales nucléaires, deux ouvrages sensibles. Et la question, bien sûr, de l'aléa sismique s'est posée tout de suite. Quelques photos que vous avez déjà vues, mais qui me permettent de souligner quelque chose qui était inattendu quand même avec ce séisme. C'est notamment des dégâts très importants au niveau du secteur ici de la Rouvière, notamment avec le hameau de la Rouvière, ou de son cimetière, le cimetière du Fraiol. J'ai travaillé dans pas mal de pays et été voir plusieurs ruptures sismiques, parfois et souvent beaucoup plus fortes. C'était tout à fait étonnant de voir des effets de dégâts qui ressemblaient plus à un magnitude 6 qu'à un magnitude 5. Vous l'avez compris, une des raisons, c'est la foyer très superficiel du séisme. Une autre raison en ce qui concerne ces deux endroits que j'ai mentionnés, le hameau de la Rouvière et le cimetière, c'est qu'ils sont situés sur, vous voyez, ce replat qui est une terrasse alluviale ancienne, c'est-à-dire une espèce de petit plateau sur lesquels est tapissé de conglomérats anciens alluviaux. Et ça, évidemment, lorsqu'il y a des vibrations, ça crée un effet de site, ce qui explique le fort endommagement de ces deux endroits. Alors, c'est une carte qui a été présentée un petit peu différente. Ça, c'est la carte qui est issue de l'analyse des dégâts, des destructions par le groupe d'intervention macrosismique, donc qui regroupe les différentes personnes qui sont là, avec une intensité de 8 évaluée sur les communes du Teil et de Viviers, puis 7 autour. Et donc ça, effectivement, ça montre que ce petit séisme, ce séisme modéré, 4,9, il a une intensité très forte. C'est une enquête de terrain qui a été réalisée donc entre le 18 et le 22 novembre. Et si on regarde en fait cette figure qui est produite d'un article publié par des collègues de Grenoble, Mathieu Cos, Cécile Cornoux et collaborateurs, et qui a calculé, qui a modélisé les accélérations du sol produites par le séisme. Alors, c'est un petit peu difficile à lire, je vais vous expliquer. Vous avez en fond, en gris, c'est une carte. Vous reconnaissez peut-être la vallée de l'Escoutey qui est là. Ici, donc c'est la rivière de l'autre côté qui passe au Teil. Et ce petit carré pointillé rectangulaire, si vous voulez, en quelque sorte, c'est la faille qui a produit le séisme, qui est projeté en surface. Et puis, ces pixels de couleurs montrent, en fonction des couleurs, les endroits où les accélérations ont été les plus fortes. Vous avez l'échelle des accélérations qui sont à droite. Et vous voyez qu'à certains endroits, que ce soit du point de vue de la direction parallèle à la faille, perpendiculaire à la faille, donc là, on est dans le plan horizontal, ou verticale, on a dépassé des accélérations de la gravité terrestre. Autrement dit, plus que 10 mètres par seconde carrée, mais dans l'autre sens. C'est ce qui vous explique pourquoi il y a eu des dégâts aussi forts. Heureusement, ces mouvements forts, ils n'ont duré que 1 à 2 secondes. Les vitesses pour casser un plan de 5 km, c'est 2,5 km par seconde. Autrement dit, en 2 secondes, il n'y a plus de mouvement fort. Heureusement, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas eu plus de dégâts. On parlait des conduites qui n'ont pas cassé, etc. Si le séisme avait duré plus dans le temps, c'est sûr qu'il y aurait eu des gros dégâts à ce niveau-là. Donc, cimetière du Teil, qui a permis de modéliser d'ailleurs ces phénomènes accélérométriques. Vous avez ici, par exemple, des pierres tombales qui ont été déplacées latéralement. Vous voyez ce coin ici qui a été déplacé de 10 cm quasiment. On a parlé un petit peu des répliques, et ça, c'est une autre caractéristique inédite de ce séisme, c'est que vous avez ici une carte des répliques enregistrée par le réseau sismologique Sismalp. Vous avez ici en trait noir les failles principales cartographiées, donc ça, c'est la faille des Cévennes, qu'on appelle aussi Pontet-Coulouvre. Ici, vous avez la faille de la Rouvière qui a cassé. Vous avez ici la faille de Marsanne, et ici, la faille de Saint-Montan. Et vous voyez que ces répliques, elles se distribuent du côté sud-est de la faille. Et il faut noter en fait qu'il y a eu très peu de répliques.
Et même si des techniques très élaborées dans les mois qui ont suivi, c'est un travail qui est en cours par un collègue de Géosciences Azur avec des collaborateurs, il a été enregistré jusqu'à 130 répliques, mais toutes petites, avec des magnitudes de moins 1,5. Moins 1,5, si vous voulez, c'est une faille qui fait 1 mètre de long et qui bouge sur 0,5 mm. Donc, c'est très, très technique de pouvoir enregistrer ce type de magnitude. Je vais passer sur les techniques qui permettent d'enregistrer ça. 130 répliques au total. Ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport à d'autres séismes comme celui de Saint-Paul du Fenouillet qui avait lieu en 93 dans les Pyrénées, ou celui des Pagny, appelé aussi Annecy, en 96, eh bien, il y a 10 fois moins de répliques qui ont été enregistrées lors du séisme du Teil. Un ordre de grandeur en dessous. Il y avait eu d'autres séismes dans la région, c'est ces points ronds violets, hein, vous avez ici 1923, c'était le plus récent, mais on a ici le séisme de Montélimar en 1549, et puis surtout celui-ci, 1873, 8 août 1873, qui avait une magnitude estimée à 4,1 en moment, 4,5 pour la magnitude des ondes de surface, et c'est ce séisme-là qui a servi de séisme de référence pour la prise en compte de l'aléa sismique sur les centrales de Cruas et de Tricastin. Vous avez ici des images de Châteauneuf-du-Pape qui avaient été détruits lors de ce séisme en 1873. Alors maintenant, on va venir un petit peu plus dans les aspects géologiques des choses. D'abord, un cadre géologique qui vous montre où se situe le séisme du Teil, la petite étoile rouge, donc coincée entre la faille, une branche de la faille des Cévennes, Pontet-Couloubre, et la faille de Marsanne, on est au milieu, les villes du Teil et de Montélimar sont ici. Vous voyez que ce réseau de failles des Cévennes, hein, qui va de Montélimar jusqu'à Lodève et qui longe la partie, le bord sud-est du Massif central, il fait 120 km. Donc en rouge, le massif cristallin du Massif central avec ses coulées volcaniques. Et puis tout ce qui est en vert ici, c'est ce qu'on appelle le bassin du Silès, c'est des formations sédimentaires. Si on regarde les choses dans le détail, vous voyez que ce réseau de failles Cévenol, il est composé de multiples failles et de multiples segments de failles cartographiés. Certaines sont reconnues comme potentiellement actives, alors je vais les souligner, c'est la faille des Cévennes ou la faille de Marsanne, mais toutes les autres ne sont pas considérées comme potentiellement actives. Ce petit ballon noir et blanc indique simplement que le séisme du Teil, il a bougé avec un mouvement inverse. Vous avez un petit bloc en 3D ici qui schématise le mouvement qui s'est produit sur la faille de la Rouvière. Et il s'est produit, lorsque les sismologues regardaient les choses d'un peu plus près, à 1 km plus ou moins 0,5 km de profondeur, 1 km plus ou moins 500 mètres. Et puis surtout, il y a une donnée très importante qui est arrivée 24 heures, 36 heures après, c'est ce qu'on appelle une carte du mouvement du sol par analyse interférométrique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que vous voyez là, si vous voulez, vous pouvez le regarder comme une carte topographique avec des contours, et ça montre simplement la différence de la topographie vue par satellite entre un moment avant le séisme et un moment après le séisme, en l'occurrence 12 jours. Et vous voyez, ces courbes, qu'on pourrait qualifier de courbes de niveau, on appelle ça des franges, permettent de montrer ici, vous voyez 3 franges, 3 arcs-en-ciel successifs, vous en avez un autre, mais qui est inversé par rapport aux couleurs, montre que ce compartiment sud-est s'est soulevé verticalement de 15 cm, tandis que celui-ci s'est abaissé de 5 cm. Alors ça, c'est quelque chose de très important, ces deux choses, parce que il a montré tout de suite, ce qu'on sut peut-être dès le début, c'est que ce séisme avait cassé la surface du sol le long de cette limite blanche, qui n'est autre que la faille de la Rouvière. Alors bien sûr, les collègues et moi-même sommes allés sur le terrain avec cette carte d'interférométrie et nous avons pu cartographier les ruptures le long de la faille. Je vais vous en montrer quelques exemples, mais avant ça, je voudrais synthétiser ce qu'on a compris donc déjà avec la sismologie et l'interférométrie, c'est que cette faille de la Rouvière que vous voyez en coupe ici, c'est une coupe, vous avez une carte géologique ici, vous avez un trait de coupe en noir, à travers les failles de Marsanne, de la Rouvière et de Pontet-Couloubre. Donc les voilà, Pontet-Couloubre, faille de Marsanne, qu'on appelle aussi Beille-Saint-Alban. Et puis voilà, la faille de la Rouvière au milieu. Et donc c'est des failles qui ont un pendage, une pente, si vous voulez, vers le sud-est, et qui décalent les formations sédimentaires mésozoïques
Vous voyez les formations crétacées en vert, les formations jurassiques en bleu. Et vous voyez, ces décalages montrent bien qu'il y a eu, dans les temps géologiques, un décalage en extension. Pour faire des décalages qu'on appelle normaux, comme ça, il faut étirer. Cet étirement, il date pour partie de la période oligocène, il y a 20 millions d'années, lorsque la Méditerranée occidentale s'est ouverte, le golfe du Lion, et ça a provoqué ces mouvements en faille normale, notamment le long de la faille de la Rouvière, où vous voyez le décalage de cette base du Crétacé ici, qui fait à peu près 200 à 300 mètres. Mais le séisme du Teil, il s'est produit sur la faille, mais au lieu de continuer, j'allais dire, ce mouvement extensif, il a inversé. Pas suffisamment pour remettre les lignes à l'envers, mais il a inversé, ce qui suggère que ce mouvement d'inversion, en compression cette fois-ci, et non plus en extension, est quelque chose d'assez récent dans l'histoire géologique. Alors voilà des images de la rupture de surface, et ça, c'est, vous aviez un exemple avec l'image qui était dans la diapo-titre, qui était la rupture qui était ici. C'est inédit en France, c'est la première fois qu'on voyait de visu, en direct, une rupture associée à un séisme. Un séisme, je rappelle ce que c'est une faille le long de laquelle il y a un mouvement soudain. Donc c'est un séisme, c'est deux choses, c'est un mouvement et la libération d'énergie élastique qui provoque un tremblement. Tout le terme de tremblement de terre. Eh bien, le mouvement, il se produit sur un plan, et ce plan-là, étant donné qu'il a été généré par une source peu profonde, quand bien même le séisme est de magnitude 4,9, eh bien, il est allé jusqu'à la surface, il a quitté ici la route, et on a pu scanner très précisément la topographie de cette route, que vous avez ici en image 3D, et on peut faire un ensemble de profils pour calculer exactement le rejet, la composante verticale, qui est l'ordre d'ici de 1,4 cm, 1 à 4 cm. Il faut imaginer qu'en fait, la faille, elle a un pendage qui n'est pas dessiné sur schéma, mais si vous savez faire un petit peu de trigonométrie, avec un pendage de 30 degrés, vous doublez le déplacement le long de la faille, donc en l'occurrence une dizaine de centimètres. Un autre exemple qui est l'endroit où le déplacement en surface a été observé le plus fort, c'est le long d'un chemin forestier. Vous avez le chemin ici, vous avez ce qu'on appelle un escarpement de faille. Voilà l'image scanner en 3 dimensions. Et là, on a pu mesurer des déplacements verticaux jusqu'à, compris entre 9 et 13 cm. Nous avons ouvert ce qu'on appelle une tranchée, je vais en parler, et on a pu observer que ces 13 cm est expliqué par un mouvement le long de la faille de 22 cm. Pour aller plus loin dans l'observation de ces indices de rupture qu'on a pu voir grâce à l'interférométrie, on dit INSAR, et en traversant les chemins, donc c'est toutes ces petites étoiles rouges, on a mis en œuvre aussi une détection LIDAR. Le LIDAR, c'est un appareil qui là est aéroporté par un drone, on a utilisé aussi un hélicoptère, pour avoir, si vous voulez, ce qu'on appelle un modèle numérique de surface sans la végétation. En fait, c'est un système qui permet de passer au travers des arbres, puisque c'est un réseau, c'est un système laser très dense. Quand vous êtes dans une forêt, même dense, vous regardez le ciel, vous voyez le ciel à travers certains points. Imaginez qu'un appareil, quand on voit un laser, c'est ce qu'il voit, mais dans l'autre sens, il arrive à toucher le sol. Vous effacez la végétation, et c'est comme si vous étiez dans un désert. Vous voyez parfaitement la morphologie. Alors, c'est très intéressant parce que ces ruptures, vous voyez qu'elles s'alignent très bien sur un escarpement de faille, ici. Cet escarpement de faille, vous l'avez en photo, ce n'est autre que l'escarpement topographique hérité du mouvement oligocène il y a 20 millions d'années, alors que le séisme du Teil, lui, a fait bouger la faille dans l'autre sens. Mais c'est malheureusement trop petit pour être vu par l'analyse LIDAR. Nous l'avons vu de nos yeux de sismotectoniciens, je reviens sur cette image, voilà, mais il n'a pas été détecté par le système LIDAR. Donc ça, c'est intéressant, c'est un petit peu une limite de la méthode LIDAR qu'on peut faire. Et pourquoi il n'est pas détecté? Vous voyez le sol avec ses feuilles, ses racines, vous avez une espèce de coussin, alors pour le coup impénétrable de 10, 20, 30 cm, et là, le laser, il ne pénètre pas. Donc, ces observations, sismotectoniques, faille inverse, rupture de surface, INSAR, rupture observée par les paléosismologues, eh bien, elle a tout de suite soulevé, un certain nombre de questions. Excusez-moi, j'ai appuyé dans le mauvais sens. Ah, mais ça ne va pas dans le bon sens d'ailleurs, c'est curieux. OK. Non, un souci parce que le même bouton va dans les deux sens. Voilà.
Ces questions, elles sont les suivantes. Vous avez la faille de Larouvière et les indices de rupture. Et bien sûr, on se dit, alors, est-ce que cette faille a joué dans le passé ou est-ce que c'est la première fois qu'elle rejouait depuis 20 millions d'années? Première question. Est-ce que les autres failles du réseau Cévenol, que vous avez représentées ici, sont capables de produire ce type de séisme? Et vous voyez que si on devait diviser ces failles en segments, ça fait un certain nombre de possibilités. Est-ce que parmi ce réseau de failles, il y aurait une faille principale qui absorberait le mouvement, l'essentiel des formations? Est-ce que c'est la faille de Larouvière? Probablement pas, si c'est le cas, parce qu'elle est trop petite. Est-ce que ce serait la faille de Pontet-Couloub, la faille de Marsanne? Si on va dans des questions un petit peu plus générales, est-ce que cette déformation sismique est liée à un effet distant de la tectonique des plaques, la convergence de l'Afrique vers l'Europe, ou est-ce qu'il peut y avoir un effet plus local? On sait aujourd'hui, on l'a compris depuis peu, c'est que le Massif central, qui est un vieux massif, il continue à se soulever. Est-ce que ce soulèvement à la frontière, finalement, avec les Alpes, ne générerait pas des forces en partie supérieure de croûte responsables de cette sismicité? Et puis, enfin, d'un point de vue plus aléa, doit-on considérer toutes les failles héritées? Il s'agit de failles héritées. Je vous ai parlé du Mésozoïque, du Cénozoïque. Est-ce que toutes les failles héritées, qu'elles soient à Cévenol ou ailleurs, l'Artois, le massif armoricain, le Mercantour, est-ce qu'il faut se poser les questions qui se posent ici, ailleurs en France? Alors, pour répondre à ces questions, eh bien, nous avons engagé ce qu'on appelle des investigations paléosismologiques. Paléosismologique, ça veut dire étude des séismes anciens, tout simplement. Et nous avons heureusement trouvé un certain nombre de sites, vous en avez 5 ici, sur ce segment de 5 km qu'a cassé. Vous avez ici en pointillé la faille de Larouvière qui a cassé en surface avec les indices de rupture. Nous avons trouvé des sites propices à ces analyses paléosismologiques. Ça veut dire quoi, des sites propices? Ça veut dire des sites le long sur lesquels vous avez des sédiments récents. Là, vous voyez la faille ancienne, oligocène, et vous avez ces sédiments qui sont autres que des colluvions de pente quaternaires. Et on s'est dit, si on creuse à travers ces colluvions de pente, on va peut-être voir d'anciennes ruptures sismiques. Alors, on a tranché sur ces 5 sites au total presque une quinzaine de tranchées. Et les tranchées, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que vous voyez en photo. Ce sont un petit peu comme des excavations de type archéologique. Si on les fait profondes, on fait bien sûr pour des raisons de sécurité des marches. Et on va étudier d'une façon extrêmement précise ce qui se passe dans les sédiments les plus récents. Vous avez ici la faille oligocène, une partie bréchique, je vais vous détailler ça, et puis on regarde, on fait un levé millimétrique de tout ce qui se passe là-dedans. Ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines, et requiert la collaboration de plusieurs personnes. Et on a trouvé assez rapidement des indices tels que celui que vous voyez ici, autrement dit des fissures, là ici remplies de calcite, et une bande de collusion avec des clastes orientées qui montraient qu'il y avait eu dans ces dépôts quaternaires, c'est-à-dire dans des dépôts jeunes, déjà une trace de rupture en surface. Et vous savez qu'en France, ou ailleurs dans le monde d'ailleurs, on considère qu'une faille est active lorsqu'il y a déformation du quaternaire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Larouvière, avant le séisme de 2019, elle avait déjà cassé au cours du quaternaire. On n'avait pas vu sa trace en surface, mais lorsqu'on fait des coupes stratigraphiques, on voit des traces de rupture ancienne. Alors, ensuite, il s'agit d'essayer de caractériser d'une façon précise les dimensions de ces ruptures en termes de magnitude et aussi en termes d'âge. Alors, vous avez une image de ces tranchées avec les différents échantillons qui ont été prélevés. Je ne détaillerai pas les méthodes qui ont été utilisées pour faire les datations. On pourrait y revenir si vous avez des questions là-dessus après. Et très synthétiquement, et sans vous présenter tous les résultats, parce qu'ils ne sont pas encore publiés, sauf dans quelques résumés de congrès, mais vous voyez qu'on a pu dater cette couche de collusion ici, qui est comprise entre 23 000 ans, Ka, ça veut dire kilo-année. On peut rajouter 3 zéros derrière pour année. 23 000 ans et 13 000 ans. Et bien, cette couche de collusion, elle a été effectuée par une rupture. Donc, la rupture, elle est postérieure à 13 000 ans. Et comme on a pu dater la calcite qui est à l'intérieur de cette fissure, la calcite, elle s'est cristallisée après, on a pu ce qu'on appelle post-dater la rupture. Et nous avons un âge de calcite qui est à 3,3 kilo-années. Autrement dit,
nous avons un premier élément préliminaire qui nous dit qu'il y a eu un séisme avec une rupture de surface sur la faille de la Rouvière entre 13 500 ans et 3 300 ans. Je vous présente un autre exemple de tranchée tout à fait intéressant avec un résultat, vous allez voir, qui pose plus de questions qu'il note de résultats, mais qui montre ce qu'il nous reste à faire encore comme chemin pour avancer dans cette direction que sont les connaissances paléosismologiques sur le réseau Cévenol. Nous sommes dans la partie nord de la rupture de la Rouvière, ici, et nous avons effectué 4 tranchées. Je vous présente cette petite tranchée en jaune que vous voyez ici en photo. Et bien sûr, cette tranchée, nous avons ici, alors il faut être bien sûr spécialiste pour bien le voir, mais nous avons, vous la voyez sans doute, une structure qui monte comme ça et qui affecte ces séries de clastes et de sable, mais qui ne montent pas jusqu'en haut, qui s'arrêtent ici. Vous l'avez ici représenté sur ce qu'on appelle un log, un levé paléosismologique, où après plusieurs jours de levé, on arrive à clairement lever tout ce qui se passe. Et vous voyez que ces formations sont décalées par cette faille, mais qu'elles ne montent pas jusqu'en haut. Nous avons des structures qui vont jusqu'en haut, mais qui sont associées, que nous interprétons comme étant associées à 2019, le séisme, donc il y a un peu plus de 2 ans. Et ici, nous avons ce qu'on appelle un critère de terminaison de faille sur ce niveau noir qui n'est autre que la surface du sol à un moment dans l'histoire, avant que cette nouvelle couche soit déposée. Et quand on date les choses, tous ces petits ronds et triangles sont l'ensemble des datations que nous avons prélevées. Je ne vous montre pas tout, je vous résume les choses. En gros, les datations qui sont sous la bande noire datent de la fin du XVe siècle, et les datations qui sont au-dessus datent du début du XVIe siècle. Donc on encadrerait ici, dans la partie nord du segment de faille qui a cassé en 2019, un paléoséisme qui pourrait être, pourquoi pas, le séisme de Montalimar de 1549, puisque c'est le seul séisme historique qu'on connaît dans la région, dans ces eaux-là. J'ai bientôt fini, et je vais terminer avec 2 diapos qui résument un peu les choses, qui paraissent denses, mais je ne vous lirai pas tout ça. Ça, c'est juste pour vous montrer l'ensemble des travaux scientifiques publiés, donc dans des journaux internationaux qui ont été publié depuis le tel. Il y a une douzaine de publications, c'est pour dire que ce séisme il a fait couler beaucoup d'encre, et il y a encore des publications en cours. Mais en résumé, ce que vous pouvez retenir, c'est la chose suivante. Le séisme du 11 novembre 2019, c'est un séisme sans précédent. Sans précédent, attention, il est historiquement dans les derniers 100 ans. En France et dans le domaine européen. Alors, les caractéristiques, c'est le mouvement d'une faille qui n'était pas cartographiée comme potentiellement active, la réactivation de cette faille, mais dans le sens inverse de ce qu'elle avait fait précédemment, un foyer extrêmement superficiel, environ 1 kilomètre, rupture et déplacement de la surface du sol, on n'avait jamais vu ça, très très forte accélération, plus de 1G, 3G, et très peu de répliques. Alors, séisme, c'est sûr, il représente déjà un tournant dans la manière de considérer la sismicité sismique avec rupture de surface en France métropolitaine et dans les autres régions continentales stables. Ce n'est pas que la France, il peut servir d'exemple pour le reste de l'Europe ou d'autres régions comme la partie est des États-Unis, j'allais dire. Pour autant, contrairement au titre provocateur, si on se place à l'échelle géologique, c'est-à-dire si on se place à une échelle plus long terme, ce n'est pas un ovni, ce n'est pas un osni. Pourquoi ce n'est pas un osni? Parce que les investigations paléosismologiques, elles montrent que la faille de l'Arbière, elle avait déjà cassé. Et très probablement, d'autres segments de faille du système Céylon avaient déjà cassé. On a déjà trouvé des traces de rupture sur certains de ces segments-là. Donc non, ce n'est pas un ovni, simplement ça paraît un ovni parce qu'à l'échelle du temps humain, Ghislaine Leblanc parlait de l'oubli potentiel 2 ans après. Vous imaginez, nous, on essaye d'ouvrir la fenêtre temporelle de plusieurs milliers d'années. Et c'est ça qu'il faut considérer. Parce que ce système de faille, il produit des séismes probablement tous les 10 000 ans, peut-être plus. Et des séismes qui déplacent le sol de 10 cm. Donc, oubliez les traces en surface. Il faut les chercher dans des coupes stratigraphiques. Ça veut dire que ce qu'on a fait là, je vous ai présenté les résultats dès 2 ans sur ce petit tronçon qui fait 5 km, il y a 15 tranchées, il faut le répéter sur ces 20 autres segments de ces 5
de ces 5 autres différentes grandes failles qui constituent le système Sentinel. Alors, en parallèle de ça, moi, je vous ai parlé de paléosismologie. Il y a d'autres investigations qui continuent en sismologie, avec des collègues comme Cécile Cornoux à Grenoble et collaborateurs, qui continuent à placer des stations, des capteurs pour mieux contraindre les modèles de vitesse des ondes sismiques. Ça, c'est très important parce que ça permet de mieux localiser notamment tout ce qui est petit séisme. Ça permet aussi de comprendre la relation entre magnitude, c'est-à-dire l'énergie du séisme, et les intensités des dégâts, de faire des modèles. Ça permet aussi d'imager, avec notamment les répliques, la géométrie des structures en profondeur. Puis il y a un autre aspect plus mécanique, on parle de rhéologie. C'est Jean-Paul Ampoero à Nice et des collaborateurs qui ont pour but là d'aller forer la faille en profondeur pour aller carotter la faille sur les quelques décimètres, mètres qu'elle représente. C'est la partie oligocène, mais pour aller voir aussi ce qui se passe au quaternaire et faire des analyses avec des testeurs, des lames minces, des analyses mécaniques pour mieux comprendre eh bien, la mécanisme de séisme et ce qu'il a provoqué et pourquoi il est né à 1,3 km de profondeur. Et je terminerai là-dessus. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Alors, on a pris beaucoup de questions sur l'espace chat. Y a-t-il des questions dans la salle? Je sais que des scientifiques se sont déplacés. Mon colonel Rivière, pardon. Merci. Deux questions rapides, mais qui sont liées en fait. Ça veut dire que dans le système des failles des Cévennes, on pourrait imaginer que le séisme du Teil puisse se reproduire dans des secteurs voisins, ou vous pensez également que les travaux que vous avez menés vont faire évoluer les zones de sismicité par rapport aux constructions? Oui, ben c'est tout à fait la question qu'on se pose. Vous savez qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, prédire les séismes. Ce qu'on est capable de faire, c'est à travers une analyse du passé et en ayant accès, en pouvant caractériser suffisamment d'événements passés, on va parler de séries temporelles, eh bien, on va pouvoir projeter ça dans le futur. On peut faire donc des analyses probabilistes. Et en l'occurrence, vous dire si le reste de la faille de la Rouvière... Alors la faille de la Rouvière, vous l'aurez peut-être compris, en fait, il y a 3 segments. Il y a le segment central qui a cassé en 2019. Il y a un segment sud et il y a un segment nord. Il y a un segment nord qui passe sous les alluvions du Rhône. On ne sait pas exactement où. Et avec les collègues, et notamment la collaboration d'Électricité de France, on est en train de mettre en œuvre des profils sismiques qui vont nous permettre de voir exactement la géométrie de ces failles et de les suivre jusqu'à la surface, proche surface, où là, on va pouvoir ouvrir des tranchées, comme je vous ai montré, et voir si, oui ou non, dans le quaternaire, ce segment nord, il a bougé ou pas. Et il faut répéter ça sur toutes les autres failles. Donc, j'ai parlé de Marsanne, j'ai parlé de la Rouvière, il y a Baignes-Roche-Renard, il y a Pontet-Couloubre, il y a Saint-Rémez, il y a même Alba. Il faut faire ce travail d'histoire, on dit de paléosismologie, qui va permettre ensuite de répondre plus précisément à cette question de savoir bon, où est l'activité, quelle est sa fréquence et quelle est sa magnitude. Quand on aura tout ça, on sera à même de repenser, si vous voulez, l'aléa sismique et du coup derrière le risque sismique, donc le risque sur le bâti, etc. etc. Alors les questions se bousculent, on va rencontrer des difficultés pour répondre à toutes. Je propose, comme ça a été signalé, qu'on y réponde et que ça fasse l'objet donc de questions-réponses circonstanciées dans le dossier documentaire, de manière à garder le timing. Il est 12h30. Je remercie en tout cas ceux qui se sont activés à s'interroger sur le site Internet. On voit bien que ça pose des questionnements dans la gestion administrative de ce type de risque, de phénomène de surface. L'État est dans la salle et on se pose la question légitime, comme certains scientifiques, de revoir ce qu'il en est de l'aléa sismique. Au-delà, je vais rentrer dans des considérations logistiques, à moins qu'il y ait une question dans la salle encore. On donne la parole et puis je passe. Excusez-moi, j'ai une dernière question. Enfin, il y a dans la vallée du Rhône un canyon messinien, enfin un remplissage. Est-ce que ce remplissage pourrait avoir joué un rôle en créant une espèce d'effet de site masqué? Enfin, je ne sais pas, c'est une question qui me vient à l'esprit.
Je vais vous demander de reformuler votre question ou de vous éloigner du micro parce qu'en fait, je n'ai pas bien entendu. Ah oui, au Messinien, il y a 5 millions d'années, la Méditerranée était à sec, donc il y a eu un canyon qui s'est formé dans le Rhône qui ensuite s'est rempli. Est-ce que ce remplissage peut jouer un rôle, en créant une sorte d'effet de site masqué dans les séismes qui peuvent se produire? Alors, j'ai pas entendu la fin de votre question. J'ai pas compris la fin de votre question. Moi, j'ai entendu qu'il s'agisse du Messinien. Oui. Non. Alors, le Messinien n'a pas joué de rôle dans ce qui, je dirais, la localisation du séisme, dans la mesure où en fait, c'est surtout l'héritage mésozoïque et cénozoïque, autrement dit, la phase d'extension qui a eu lieu pendant le Jurassique et le Crétacé, puis la phase d'extension Oligocène, qui sont finalement le squelette sur lequel va se produire le séisme. Le remplissage métillinien, qui est un remplissage érosif, et qui fait 300 mètres de profondeur sur Montélimar, peut jouer un rôle sur ce qui est plus propagation des ondes, compte tenu de la superficialité du foyer. Voilà. Sur la cause, non. Merci pour la réponse. Je n'ai peut-être pas répondu à votre question, parce qu'en fait, j'ai pas compris la fin de votre phrase. Je propose que vous vous rapprochiez. Je reprends qu'une question et je donne la réponse à un certain Xavier. Y a-t-il une position tranchée sur le rôle de la méga-carrière Lafarge? De ce que j'ai pu lire, c'est une extraction au fil des décennies de l'ordre de 71 millions de tonnes, 60 millions de tonnes, dont l'exploitation sur ces dernières années ait pu contribuer au déclenchement, ou si je reformule, à l'accélération du séisme. J'attire l'attention, vous l'avez fait, sur un article qui était attendu, le séisme du Teil, quelles sont là où les causes de son déclenchement? Merci à Stéphane Guillot, dire adjoint du CNRS, et puis Karim Ben Slimane, directeur BRGM, qui ont co-rédigé cet article qui est en ligne sur notre site internet. C'est intéressant, vous avez évoqué les deux facteurs, pression hydraulique et puis exploitation en surface. Je vous invite à aller le lire. Il est paru il y a quelques jours et il est déjà à plus de 1500 lus. Ça intéresse également le commun des mortels. Oui. Juste ce que je voudrais juste rajouter là, oui, alors il y a débat sur cette question, facteur anthropique, facteur naturel, hydraulique. Ce qu'il faut bien comprendre, ça c'est très important, c'est que quand bien même il y a eu ce qu'on appelle un phénomène de déclenchement, on dit en anglais trigger, en gâchette, il faut bien comprendre qu'on est dans un phénomène naturel. Le site du Teil, c'est une compression, donc horizontale, c'est pas un phénomène vertical. Et en fait, cette compression horizontale, elle se charge au fil du temps géologique. Il faut peut-être 10 000 ans pour commencer à charger la faille. S'il y a eu phénomène de déclenchement, ce qui se passe, c'est une modification de ce qu'on appelle, entre guillemets, le cycle sismique. Autrement dit, pour faire simple, le cycle sismique, admettons un cycle de 10 000 ans, cette faille de la Rouillère, elle aurait cassé tôt ou tard. Mais s'il y a eu déclenchement, il a simplement avancé l'horloge, et au lieu d'avoir lieu, je ne sais pas, dans 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, la gâchette aurait permis d'avancer le cycle sismique. Donc c'est bien là que je voulais insister sur l'aspect déclenchement par rapport à l'aspect moteur géodynamique. Merci.